Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Diego Alves, qui est psychiatre, qui vient juste de s'installer Paris 8e, dans le meilleur arrondissement de Paris. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de venir. Alors, tu es psychiatre et j'ai déjà une première question. On a l'impression qu'il y a plusieurs types de psychiatres différents. Vous êtes combien finalement ? Souvent, je résume en disant qu'il y a 3 types de façons de pratiquer la psychiatrie en ville. Il y a d'un côté des psychiatres qui ont une approche très médico-médicale. Donc, ils font le diagnostic, ils peuvent demander des examens, une prise de sang, une image du cerveau. Ils vont faire un suivi médical, mais qui ne contient pas de psychothérapie. Ils peuvent utiliser, bien sûr, des médicaments, mais sans forcément de façon obligatoire. Il y a d'un autre côté des psychiatres qui sont dans une approche vraiment de psychothérapeute. Et leur travail ressemble beaucoup au travail d'un psychologue. Et bien souvent, ils prescrivent très peu, voire jamais de médicaments. Et puis, il y a une troisième catégorie dont je me revendique, qui essaye un peu de marier les deux approches. Voilà, il y a certaines limites à ça, mais je trouve qu'il y a aussi pas mal d'avantages. L'idée, c'est que ça puisse ouvrir un peu le champ des traitements. L'idée étant toujours de construire avec la personne le traitement qui lui sied le mieux, en fait. Et les psychanalystes, finalement, on les range dans quelle catégorie ? Il y a des personnes qui vont être dans 2 tableaux à la fois. Il y a des psychiatres qui sont psychanalystes, des psychologues qui sont psychanalystes. Et on a des psychanalystes qui... Alors, certains, je trouve que c'est réducteur, mais certains appellent un groupe de psychanalystes les ni-ni, qui sont ni psychiatres, ni psychologues. On a presque le même débat pour l'ostéopathie. Il y a des ostéopathes qui sont médecins de formation initiale, ou des ostéopathes qui sont kinés de formation initiale, qui sont des formations reconnues par l'État et longues, etc. Et puis, il y a des ostéopathes qui sont ni médecins, ni kinés. Mais voilà, la formation de psychanalyste, déjà, il y a plusieurs courants de psychanalystes, et c'est une formation longue aussi, qui, comme toute pratique, il y a un investissement, à la fois une formation, une pratique et un enseignement souvent. Donc les neuropsychiatres, c'est... Alors peut-être c'est une domination peut-être plus ancienne, dans le sens où... plus hospitalière ? Je dirais que c'était dans l'histoire finalement de l'enseignement de la psychiatrie. À Paris, au XIXe siècle, les choses étaient communes finalement. On parlait de psychanalyse, on connaît la formation de Freud à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, avec ce travail qui était fait par Charcot et ses équipes autour de l'hystérie. On a eu historiquement des troubles qui avaient un pied d'un côté et un pied dans l'autre. Et puis, peut-être avec le développement des connaissances et puis des pratiques, les 2 champs de psychiatrie et de neurologie sont plus distingués. Peut-être que le terme, il peut être perçu aussi comme une approche de la psychiatrie qui est très ancrée dans le courant des neurosciences, par exemple. Comme on peut avoir en psychologie ce qu'on appelle des neuropsychologues, qui vont vraiment s'attacher à décrire des processus de la pensée en utilisant par contre des échelles psychométriques, et aussi des soins, de la réhabilitation par exemple en lien avec ça. Mais pour moi, aujourd'hui, la formation des médecins, c'est psychiatre. D'accord. Et toi, tu t'es attaché à avoir une spécialité en psychiatrie spécifique ou Je pense que dans ma façon d'appréhender les choses, j'ai un côté fondamentalement éclectique en fait. Et justement, je trouve qu'une des richesses de cette spécialité, c'est de pouvoir aller à la fois dans un champ très vers la biologie, mais en fait, la santé mentale, la psychologie, la psychiatrie, elles vont aussi sur, évidemment, toutes les psychothérapies, et il y en a énormément. À un moment donné, on avait listé plus de 800 psychothérapies différentes, donc c'est un champ très vaste. Et ça va évidemment prendre aussi en compte des sciences humaines. On pourrait parler de philosophie, d'anthropologie. Il y a une surspécialisation qui est peut-être moins connue du grand public, qui s'appelle l'ethnopsychiatrie, qui est un peu à la frontière entre l'anthropologie et l'ethnographie et la psychiatrie. Et en fait, c'est très intéressant parce que finalement, une maladie ou des symptômes peuvent s'exprimer
aussi avec des différences culturelles et, euh, et par exemple des hallucinations auditives et un premier épisode d'hallucination auditive chez un patient indien, chez un patient sénégalais ou un français ou un new-yorkais, et ben en fait, la même maladie va s'exprimer de façon tout à fait différente et surtout va être reçue de façon très différente. Mais je reviens à la question initiale. Pour mes spécialités, j'ai eu une formation à la fois du côté des neurosciences et à la fois du côté des psychothérapies, notamment psychanalytique et TCC, mais surtout, la chose qui m'intéressait le plus là-dedans, outre la richesse de ce que ça représente dans le contact humain, c'est l'efficacité des psychothérapies. Qu'est-ce qui fait qu'une psychothérapie fonctionne? Quels sont les déterminants et comment on peut améliorer ça? Parce que tout ce processus, qui est assez subtil et assez fin, de changement au cours de la thérapie. TCC, c'est Pardon, les TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, c'est historiquement une thérapie qui s'est développée un peu plus tard que la psychanalyse. Et en fait, c'est surtout basé sur des théories de l'apprentissage. Tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent, par exemple, le réflexe pavlovien. Et ben, ça fait appel chez les êtres humains et les mammifères à des réflexes d'apprentissage conditionnés. Même si nous sommes des êtres humains très évolués, et ben on a des choses sous forme d'habitude et dans l'environnement des schémas d'habitude qui se déclenchent. Et puis, on parlait des étapes initiales des TCC, donc c'est le comportementalisme, et progressivement, ça s'est amplifié de connaissances plus sur la pensée. Et voilà. Donc, alors, j'ai une question. Pourquoi les gens ont peur de la psychiatrie? Moi, je suis cardiologue. On est amené à gérer très souvent des personnes en situation de stress, comme on dit, ou d'angoisse par rapport à la maladie ou par rapport aux effets des médicaments ou des traitements qu'on peut leur proposer. Et à chaque fois qu'on leur dit, il faudrait voir ne serait-ce que la psychologue ou aller voir un psychiatre, alors là, ils sont terrorisés, mais c'est mon cœur qui est malade, c'est pas ma tête. Alors en fait, vous soignez la tête? Et ben, on essaie de soigner les gens dans leur ensemble, mais c'est vrai que cette question de la peur, en fait, c'est vraiment important. Et à la fois, j'ai envie de dire, c'est presque une bonne chose que les gens aient peur de la psychiatrie. Peut-être je m'inscris en faux de ça. En fait, il y a beaucoup de nos peurs ou de nos fonctionnements cérébraux ou psychologiques qui, en fait, ont une fonction sociale. Voire, il y a même des gens qui poussent le raisonnement jusqu'au bout en disant que, en fait, des symptômes ou des maladies psychiatriques sont très fréquentes parce que peut-être elles peuvent apporter un bénéfice pour le groupe humain dans son entier. Et en fait, les êtres humains, c'est des individus c'est des animaux très grégaires, en fait. On vit en société. Et bien souvent, ce qu'on observe dans les sociétés, c'est que la maladie mentale marginalise la personne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que possiblement, il y a des gens qui... Alors, ça se discute, hein, mais le fait qu'il y ait des gens qui sortent du groupe, qui réfléchissent d'une façon un peu différente et puissent en revenir de cette expérience avec quelque chose d'original ou de différent peut être tout à fait utile. J'ai vraiment plusieurs exemples en tête et si je devais en citer que 2, je vais citer l'exemple de la dépression. Eh bien, on a naturellement, face à une catastrophe, une réaction de tristesse. Chez certaines personnes, ça peut être un peu plus fort. Il y a des gens qui vont être, entre guillemets, des battants, qui vont être dans l'action tout de suite, mais le fait qu'il y ait quelques personnes qui dépriment, qui sortent du groupe et qui réfléchissent dans un recueillement à ce qui a pu se passer, pour essayer de trouver d'autres solutions, c'est quelque chose qui peut être utile. Il y a toute une controverse ou un débat sur quel est le lien entre la psychiatrie et la créativité. Il y a certains troubles psychiques alors notamment le trouble bipolaire, vous savez, c'est cette maladie qui associe à la fois des épisodes où on va déprimer, donc plutôt de la tristesse et donc plutôt vers le bas, et à la fois des épisodes où on est vers le haut, c'est-à-dire on est dans une euphorie, mais vraiment une euphorie exagérée, caricaturale. Eh bien, on sait que dans ce trouble-là, dans ces accès-là, il y a une accélération de la pensée. Dans beaucoup de cas de figure, l'accélération de la pensée est telle que c'est pas du tout productif. Mais il y a plusieurs exemples d'artistes, comme par exemple Hemingway, ou en fait notamment des écrivains, quand ils sont un peu en dessous de la manie, c'est-à-dire les typomaniaques, souvent, il y a une accélération des idées, de la créativité. Mais au-delà de ça, je voudrais insister sur un point. Je vais citer un exemple historique, c'est Robert Schumann. Donc, vous savez,
c'est un compositeur, pianiste allemand du 19e siècle. Et à l'époque, au 19e, on avait cette habitude de tenir des journaux intimes. Et en fait, on a pu récupérer le journal intime de Robert Schumann, qui est très bien documenté. On a quasiment au jour le jour l'évolution de ses pensées. L'hypothèse est qu'il souffrait d'un trouble bipolaire. Il avait même créé 2 allégories pour expliquer tantôt cette phase où il était très créatif et où c'était très, très rapide, et à la fois un autre personnage qui était beaucoup plus sombre. Et bien, grâce à ça, des médecins ont pu établir un calendrier au cours de sa vie des épisodes maniaques et dépressifs. Et il y a des médecins et des musicologues qui se sont amusés à croiser les publications de ses œuvres avec ces épisodes dépressifs et maniaques. Et en fait, il y a 2 années dans la production musicale de Robert Schumann qui sont absolument exceptionnelles, même au regard de l'histoire de la musique, où il a composé une année 38 chefs-d'œuvre et dans une autre 40 chefs-d'œuvre. Quand on regarde d'autres grands compositeurs, c'est démentiel cette quantité d'œuvres. Et quand on compare ça avec son histoire de vie, eh bien, ces 2 années de production exceptionnelles sont les années immédiatement après les 2 épisodes mélancolie, donc la dépression la plus grave qu'il a eue au cours de sa vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la maladie mentale en elle-même, elle n'augmente pas la créativité, mais les gens qui en souffrent et qui ont une façon d'être créative, quand ils sortent de ces épisodes de dépression et de souffrance psychique terrible, ils ont tellement besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont encore valables de faire quelque chose que finalement, ça a permis leur plus grande créativité, quoi. Et l'autre exemple, c'est... on peut parler de... Alors, le trouble du spectre autistique, ce qu'on appelait avant l'autisme, eh bien, la façon de penser, de certains traits de pensée chez les autistes est particulier. Il y a notamment toute une question autour de voir les choses en général ou voir les choses par le détail. Eh bien, on peut le voir comme une maladie, mais il y a des gens qui ne le voient pas du tout comme une maladie. On voit comme quelque chose de plus pour l'humanité parce que c'est une façon si particulière de penser qu'elle donne certains avantages. Alors, je parlais de musique tout à l'heure. Il y a un pianiste, Glenn Gould, qui avait un diagnostic d'autisme. Et c'est vrai que quand je ne suis pas musicien professionnel, mais quand on s'intéresse un peu à ça et qu'on voit comment il a pu approcher, interpréter certaines œuvres, on voit que dans le détail, dans la clarté, dans sa façon d'interpréter la musique de Bach, il était bien particulière, et c'est quelque chose de tout à fait novateur. Voilà. Extrêmement intéressant. En fait, le champ de la psychiatrie est énorme, hein, effectivement. J'aime bien le parallèle. Donc, la folie, c'est quoi, finalement ? Je pense que la folie, elle varie en fonction des époques. Ma définition de la folie, je pense qu'elle est vraiment déformée par mon expérience. Je pense que pour un psychiatre, ce qu'on appelle la folie, c'est un niveau de désorganisation et de souffrance tellement extrême que la vie devient difficilement vivable, voire tolérable. Et l'idée de vouloir se supprimer, elle arrive parfois comme un médicament pour mettre fin à cette souffrance-là. Donc, ce que j'envisage à travers ça, c'est le suicide. Moi, je pense que quand on atteint un niveau tel de souffrance, quelle que soit la maladie psychique, et qu'on en vient à imaginer à se supprimer, je pense qu'on atteint presque un niveau de folie. Même si tous les gens qui ont des idées suicidaires ou qui peuvent intenter à leur vie ne sont pas dans la folie. Hein. Ça peut arriver aussi dans un autre contexte. Oui, il y en a d'autres, des pervers, par exemple, qui sont plutôt dans le crime, hein, plutôt que tourner donc vers les autres et non vers eux-mêmes. Hein. C'est aussi un genre de folie. Ce terme de pervers, de perversion, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que de comment utiliser ce terme-là, on peut parler de structure perverse, d'actes pervers ou de personnalité perverse, mais de mon expérience clinique, la perversion est pas forcément pour moi la définition de la folie. Parce qu'il y a, il y aurait une façon de voir les maladies psychiatriques comme des maladies de la liberté. Il y avait un auteur psychiatre français qui s'appelle Henriet, qui était d'une école, donc psychiatre, psychanalyste et aussi phénoménologiste. Et en fait, finalement, le point de vue, c'est celui-là. Les maladies psychiques, elles réduisent la liberté. Un pervers, il n'a pas forcément une réduction de la liberté, sauf s'il vient à commettre des actes criminels, répréhensibles par la loi, et il peut se retrouver en prison.
j'ai eu, à plusieurs périodes de mon exercice médical, à prendre en charge en prison. J'ai travaillé un temps en maison d'arrêt et j'ai pu en croiser certains. Finalement, ils restent très cohérents avec leurs concepts moraux et leur rationalité, en fait. Et j'allais dire, Oui, il souffre pas. ils souffrent pas. Quoique, j'aurais une petite... Mm. si je devais résumer la construction d'une personnalité de type perverse, il y a des gens qui résument ça en disant finalement, c'est des gens qui ont tellement souffert dans leur développement enfant et adolescent et jeune adulte qu'aujourd'hui, il s'agit de se venger. Et on peut tirer du plaisir de faire mal à l'autre et voir cette souffrance chez l'autre, c'est presque une espèce de vengeance. Donc, pour résumer, la maxime, ce serait une personne perverse, sa façon de penser, c'est se venger pour survivre. C'est un peu quelque chose. Alors, c'est très perturbant dans la littérature, dans le cinéma, ou même quand on rencontre en chair et en os une personne qui fonctionne comme ça. Des fois, on se fait un peu avoir parce qu'ils peuvent tout à fait se présenter sous un autre visage, comme le visage d'une victime, par exemple. Mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la fascination, même pour un psychologue, même pour un psychiatre, de croiser une personne comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on touche à ce qui, dans la littérature ou la philosophie, touche au mal, dans une vision très générale ou philosophique. Et sincèrement, il y a des facteurs prédisposants dans la génétique, mais il y a vraiment dans l'espèce humaine, dans l'humanité, une forme de transmission de la violence. Et une personne perverse, c'est obligatoire qu'il ait eu dans sa vie une façon de le traiter, j'allais dire de le maltraiter, qui a fait le lit de ça. Il y a des facteurs prédisposants, par exemple. Alors, c'est des choses qui peuvent heurter nos intuitions et notre entendement, mais il y a beaucoup de traits de caractère ou de personnalité qui sont en partie préencodés génétiquement. C'est perturbant d'imaginer ça, parce qu'on a intuitivement une perception de la psyché, de notre appareil psychique, comme quelque chose de distinct de notre corps. Mais en fait, on pourrait presque imaginer nos pensées comme des sécrétions de notre cerveau. Un peu comme une glande sécrète un sucre, ou etc. Et ben, les pensées, elles sont une émanation d'un fonctionnement cérébral. Et quand on regarde la génétique, vous savez, on a un peu plus de 30 000 gènes dans l'espèce humaine, eh bien, il y a un tiers de nos gènes qui sont dévolus au cerveau. Quand vous regardez le corps d'un être humain, la tête n'occupe pas un tiers du corps. Donc, en fait, il y a une surreprésentation de ça. Et des caractères comme la ponctualité, la gentillesse, l'empathie, ou au contraire, le manque d'empathie, eh bien, ce sont des variants d'expression qui reposent en partie sur une génétique. Si jamais vous avez eu la malchance de cumuler, d'avoir reçu ce type de caractère prédisposant génétique, et que vous êtes tombé dans les mauvaises familles, dans les mauvaises conditions, et que vous avez eu une expérience de vie extrêmement chaotique, extrêmement dure, ces facteurs prédisposants s'entrechoquent avec ces facteurs d'environnement, et ça peut produire des troubles de personnalité qui ont vraiment un impact sur l'entourage. Alors, on parlait de perversion. Il y avait une étude intéressante qui avait été faite sur la psychopathie, et en fait, on estimait qu'au cours de sa vie, une personne qui avait un trouble de personnalité psychopathique allait faire du mal autour d'elle à peu près 100 personnes. Bon, je vois que le champ est extrêmement intéressant. Et ce que je propose, Diogo, c'est qu'on puisse se retrouver sur d'autres podcasts en définissant des thèmes un peu plus précis. Là, on a un petit peu regardé le champ de la psychiatrie. On s'aperçoit que c'est un champ énorme qui va toucher à la fois le domaine artistique, à la fois la philosophie, à la fois la politique, forcément. Et que le fou, finalement, il fait partie de la société, et peut-être que la société en a même besoin, d'après ce que tu nous dis. Et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Et puis, surtout, je voulais savoir aussi si le fait que tu sois franco-brésilien t'a apporté une vision aussi un peu particulière avec la culture du Brésil derrière. Est-ce que ça a pu t'apporter une vision un petit peu différente là, pour conclure cet entretien ? Je pense sur au moins deux aspects. On parlait de la psychiatrie, ça va
en termes de connaissances et de pratiques, faire appel à des choses qui viennent des sciences biologiques, des sciences psychologiques et des sciences humaines, sociologie, etc. Et dans ce dernier champ, il y a tout ce domaine de l'ethnopsychiatrie, ou en tout cas de la compréhension d'une personne à travers ses déterminants culturels. Et je pense que le fait d'avoir une double culture permet ça. Et le Brésil, il y a une richesse spirituelle et religieuse qui est très vaste. Il y a des chrétiens, des religions monothéistes, très anciennes, hein, que ça soit les premiers juifs d'Amérique, ils sont arrivés à Recife, par exemple, hein, donc au XVIIe siècle. Et puis, il y a aussi toute une émigration syrio-libanaise qui a eu lieu au XIXe siècle. Donc, il y a des musulmans depuis au moins le XIXe siècle au Brésil. Et puis, il y a, quand vous êtes français, que vous allez au Brésil, vous parlez avec des Brésiliens, et ils vous rappellent que la personne à l'origine du spiritisme, c'est un Français, c'est Allan Kardec, qui est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Et il y a 4 millions de Brésiliens qui sont spirites. Et puis, il y a évidemment ce maillage culturel qui fait que il y a eu 4 millions d'Africains qui ont été transplantés d'Afrique en tant qu'esclaves au Brésil et qui ont amené avec eux leurs croyances, etc. Et donc, le fait d'être brésilien a fait que j'ai grandi avec ça comme faisant partie du décor. Et cette capacité à... en tout cas, cette ouverture à pouvoir envisager l'autre dans une autre religiosité, dans une autre spiritualité que la sienne, m'a beaucoup imprégné dans cette façon d'accepter et puis d'écouter l'autre. Et puis, il y a une deuxième façon selon laquelle le Brésil, je pense, m'influence, c'est que même si les choses évoluent au Brésil, vous savez qu'en Amérique latine, il y a des écarts de revenus, il y a une souffrance sociale, hein, qui est assez importante. Et pour autant, quand vous êtes au milieu de la musique, d'une roda de samba, au milieu du carnaval, etc., les gens ne se plaignent pas tellement que ça. Et ils ont vraiment un appétit de vivre et de surmonter la difficulté. Il y a une expression brésilienne qui dit « dar um jeito », c'est-à-dire trouver un arrangement. Ça serait un peu un système D, si vous voulez. Je pense que ça, culturellement, c'est quelque chose qui m'imprègne dans des situations où parfois, en tant que médecin, on peut être pris d'une angoisse de ne pas guérir, de ne pas soigner, d'être un peu impuissant. Mais finalement, on a cette capacité de dar um jeito à une situation et accompagner quand même l'autre, même si on ne vise pas la guérison ou la rémission complète. Merci Diogo Alves.